Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Laura Thun-Collings, donc présidente de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste, mais aussi chef de groupe à la Chambre pour le Parti Socialiste, donc dans l'opposition au niveau fédéral. Est-ce qu'il faut envisager de rogner sur nos libertés pour garantir notre sécurité? Non, je crois qu'il faut faire deux choses en même temps. Un, investir mieux et plus dans les politiques de sécurité. On en a besoin, on ne peut pas badiner avec le terrorisme, avec le fanatisme, avec le radicalisme. Mais d'un autre côté, il faut que les mesures ne mettent pas à mal nos libertés, ce que veulent les terroristes. Et donc, il faut à chaque fois faire la balance, et c'est un exercice difficile sur lequel je veux travailler avec le gouvernement. Oui, mais ça veut dire qu'on est quand même un petit peu dans l'urgence et face à une situation exceptionnelle, hein, avec tout ce qui s'est passé en France. On ne doit pas, comme les Français sont en train de le faire, mettre des militaires dans les rues. On ne doit pas, comme le gouvernement est en train d'y réfléchir, faciliter les écoutes, par exemple. Il faut faire un plan de sécurité avec des nouvelles méthodes. Donc je le dis, il ne faut pas prendre ça à la légère. À l'heure actuelle, il y a des décisions qui ont été prises pour raboter les moyens de la police et des services de renseignement. Première chose à faire, s'interroger, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cela? Nos services de renseignement ont beaucoup trop peu de moyens pour lutter contre l'intégrisme et le radicalisme. Donc il faut revoir le budget. Il faut très certainement revoir les budgets, mais il faut aussi revoir les méthodes. Le monde bouge, le terrorisme d'aujourd'hui n'est plus le même que le terrorisme d'hier. Le radicalisme se forme autrement, notamment tout ce qui concerne les moyens nouveaux de communication, Internet, etc. Comment on travaille sur cela pour empêcher notamment que nos jeunes ne soient radicalisés en restant simplement chez eux, assis et en naviguant sur Internet. On va peut-être y revenir, mais sur la question des écoutes, vous avez été ministre de la Justice, hein, oui. Donc vous avez eu la tutelle sur la sûreté de l'État. Est-ce que vous pouvez envisager qu'on assouplisse les procédures qui permettent de mettre des personnes sous écoute? Aujourd'hui, c'est long, c'est compliqué, il y a beaucoup de garanties. Le gouvernement va plancher là-dessus vendredi. Est-ce que vous allez le soutenir ou pas? Mais ça dépend ce qu'il propose. D'abord, effectivement, j'ai été ministre de la Justice et j'ai produit les premières lois antiterroristes. Avec des juges antiterroristes, avec des sanctions, avec des moyens supplémentaires. Je vous le dis, je ne rigole pas avec tout cela. Mais d'un autre côté, et votre première question était pertinente, on ne peut pas en même temps faire ça et en même temps raboter nos libertés. Sans aucun contrôle, pouvoir écouter tout le monde, c'est non. Mais par contre, voir s'il y a des problèmes par rapport à la loi sur les écoutes et éventuellement aménager, je suis évidemment ouverte à cette réflexion. Ouais. Est-ce que mettre des militaires dans la rue, comme le font les Français, c'est quelque chose qu'on doit envisager en Belgique ou pas? Mais il ne faut pas créer des psychoses en Belgique. Il ne faudrait pas qu'il y ait tout à coup des militaires dans tous les quartiers. On a beaucoup plus besoin de policiers dans nos rues, notamment des policiers de quartier. On vient de voir sur Télé Bruxelles un reportage d'un homme qui arrive à parler avec tout le monde dans les quartiers. C'est certainement plus important d'avoir plus de Jean-Marie que plus de... C'est un peu une exception, Jean-Marie. Mais il en faudrait plus, me semble-t-il. Et d'un autre côté, si à un moment donné, il y a un danger imminent, clair, se renforcer entre les services qui peuvent assurer notre sécurité, il ne faut pas non plus l'exclure. Une garde statique dans une circonstance exceptionnelle, ça veut Absolument. dire que c'est envisageable. Est-ce qu'il y a une union sacrée ou est-ce qu'il doit y avoir une union sacrée entre les différents partis politiques dans le moment qu'on vit aujourd'hui, ce qui est un petit peu l'appel du pied que vous a fait le Premier ministre? Oui, moi j'ai demandé qu'il y ait un véritable pacte national. Un pacte national, c'est en même temps travailler avec les représentants des cultes et de la laïcité. J'écoutais hier une rabbine qui, en France, disait « Attention aux lectures meurtrières, aux lectures de textes qui sont finalement analysés pour pousser les gens à aller à la guerre. » Eh bien, tout ça, il faut en parler avec les représentants des cultes et de la laïcité. Donc c'est le gouvernement fédéral qui doit le faire. Certainement. Et il faut aussi que le gouvernement fédéral parle avec les régions et les communautés qui ont des moyens essentiels en termes de prévention. Quand on agit en termes de sécurité, c'est que la prévention n'a pas fonctionné. Donc il faut d'abord mettre des moyens dans la prévention. Et donc puis, la question que je vous posais, elle est plutôt sur le débat politique. Par rapport à l'opposition, François Hollande, ce qu'il fait en France, c'est écouter les présidents de partis ou les groupes au Parlement pour voir quelles sont les priorités des uns et des autres, pour essayer d'intégrer le tout. Donc Charles Michel devrait faire la même chose? Il faudrait faire la même chose, pas dire à l'opposition « soyez des bénis, oui, oui, acceptez tout ce qu'on va faire ». Non, c'est pas comme ça, c'est plutôt dire «
on va travailler ensemble pour avoir un pacte qui véritablement protège mieux notre population et protège les libertés individuelles. Ce qui veut dire que si Charles Michel vous invite ou invite Idio Di Rupo, vous irez. Bien entendu. Ouais. Est-ce que vous acceptez d'avoir un peu de retenue dans l'expression dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, compte tenu des circonstances? Je parle comme je le ressens. Ouais. Et vous savez qu'au Parlement, quand il a été question des attentats de Paris, jeudi dernier, tout de suite, j'ai dit que je voulais faire des pas pour qu'on soit ensemble et aborder ensemble une réponse qui ait du sens. Ouais, il y a eu des contacts en ce sens-là au moment où on se parle, aujourd'hui, 12h45? Pas encore? Pas encore. Bon, il y aura une commission de l'Intérieur cet après-midi. Vous allez solliciter le ministre de l'Intérieur? Oui, mais enfin ça, c'est des questions et réponses. Ce n'est pas encore le grand débat que j'attends. Vous savez qu'il y a un cairn demain. Je poserai aussi des questions au ministre de la Justice demain sur la radicalisation dans les prisons. Ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Vous savez bien que la prison est un lieu de désespoir et que des prédicateurs prennent ce désespoir pour former avec certains détenus de futurs djihadistes. Mais on sait aussi, Laurette Onkelinx, qu'on a désinvesti, qu'on n'a pas les moyens d'encadrement supérieurs suffisants dans les prisons. Voilà pourquoi, tout de suite, j'ai parlé des moyens pour la justice. Et la justice, il faut revoir ces moyens-là. Vous avez manifesté dimanche? J'ai manifesté dimanche, j'étais effectivement dans le cortège. Ouais. Ça vous a ému, ça vous a touché, ça vous a rassuré, cette manifestation? 20 000 personnes à Bruxelles. Depuis le début des mouvements, Je suis Charlie, des expressions tous contre le fanatisme, des expressions individuelles des uns et des autres, j'ai eu mon lot d'émotions. Je trouve que ce qui s'est fait, c'est formidable. Et on a tous une responsabilité. Les politiques, évidemment, les hommes et les femmes sur le terrain, en termes d'éducation, de prévention, y compris les médias, pour mettre en évidence ce qui se passe de bien et non pas pour mettre en évidence toujours la parole extrémiste. Ouais. Il y a des médias qui écrivent ce matin ou qui disent ce matin cette manifestation, elle n'était pas aussi multiculturelle que l'est Bruxelles, elle n'était pas représentative. C'est votre sentiment ou pas? Elle était multiculturelle. Vous aviez des représentants de tous les cultes qui étaient présents et c'est une bonne chose. N'oubliez pas que cette manifestation a été organisée à la dernière minute et que nous n'avions pas, il n'y avait pas eu une organisation programmée longtemps à l'avance, mais j'étais heureuse qu'il y ait eu 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour dire non au fanatisme et à la violence. Alors on sent quand même qu'il y a des tensions, Laurette Onkelinx, et on a bien vu dans un certain nombre d'écoles que quand les enseignants ou les éducateurs ont voulu aborder ces questions-là, ça a créé des frictions entre les élèves, que tous les élèves ne partagent pas le même point de vue, qu'on a du mal à se comprendre. Qu'est-ce que vous dites aux éducateurs ou aux enseignants qui se retrouvent confrontés à ces situations? On n'en parle pas pour éviter qu'il y ait des conflits dans les classes ou on prend le risque de stigmatiser certains élèves? C'est quoi la solution? Il faut vraiment en parler, parce que vous avez tous ceux qui sont les souteneurs de la théorie du complot, l'air de dire non, ils ont tout faux, ce sont des fausses informations. On avait déjà eu ça après les attentats du 11 septembre à New York. Il y a ceux qui disent « Oh, c'est bien fait, il n'avait qu'à pas provoquer Charlie Hebdo, donc il faut pouvoir déconstruire cette réflexion-là. » Et puis certains les enseignants vont réussir à le faire. Et certains d'autres qui disent tout simplement ras-le-bol en faisant l'amalgame entre les fous et les musulmans, ce qui n'est pas acceptable non plus. Et donc il faut déconstruire tous ces discours et pour ça il faut en parler. Les étudiants, les enseignants, les éducateurs, dans les écoles de devoir, partout où la parole est donnée, il faut soutenir pour que l'on puisse argumenter, aider à argumenter, donner des moyens pour qu'il y ait des groupes de parole avec les élèves qui en ont besoin. Est-ce que ce n'est pas le moment, Laurette Onkelinx, de créer ce fameux cours d'histoire des religions ou ce fameux cours de religion comparée dont on parle depuis des années qui n'a jamais abouti? Bien entendu. Et vous savez que dans l'accord de gouvernement, au niveau de la communauté française, il y a cette volonté de transformer une heure de religion ou de morale en une heure tous les élèves ensemble pour parler citoyenneté. Est-ce que symboliquement, vous ne devez pas le faire maintenant tout de suite? Moi, je trouve, si, ce serait une excellente idée. J'en appelle à la ministre de l'Enseignement pour le faire le plus rapidement possible. Et il ne faudrait pas que dans ce cours de citoyenneté, on apprenne en urgence ce qu'est la COCOF, la COCOM et tutti quanti. Non, il faut apprendre le vivre ensemble, ce que c'est, et déconstruire les discours de violence. On peut le faire pour la rentrée prochaine? Oh, j'aimerais bien.
Est-ce que vous estimez qu'on va devoir légiférer sur Internet? On a parlé d'Internet tout à l'heure au début de l'entretien. On voit qu'il y a eu beaucoup de paroles de haine, y compris de l'apologie des actes terroristes. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à encadrer Internet et à faire en sorte que l'anonymat ne soit plus garanti? Je suis favorable à une loi pour encadrer ce qui est fait, ce qui est dit sur Internet. Je pense que les paroles de haine et d'appel à la violence doivent être beaucoup mieux combattues sur Internet. Les jeunes qui partent en Syrie. Oui. Fouad Haïdar, député socialiste flamand, Oui. la semaine dernière à votre place, disait moi je suis au courant toutes les semaines qu'il y a des départs en Syrie. Toutes les semaines, j'ai des familles qui me signalent le départ d'un jeune. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective? Est-ce qu'on a les moyens de faire autrement et de faire mieux? Très certainement qu'il y a une responsabilité collective et il faut faire mieux qu'aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment énormément de jeunes, quand même, en Belgique, qui partent pour la Syrie dans une volonté d'être au cœur de l'action djihadiste. Donc, par rapport à cela, on a parlé d'éducation, on a parlé de prévention, et je crois qu'il faut vraiment lutter contre les prédicateurs radicaux. Parce que s'il y en a tant à tel endroit à Bruxelles, à tel endroit à Vilvoorde, à tel endroit à Anvers, c'est pas parce qu'il y a un microclimat autour de certaines communes, c'est qu'il y a évidemment des personnes qui les amènent à Comment cela. est-ce qu'on Il y a l'identifie des prédicateurs. et sur base de quel délit on peut éventuellement... L'apologie du terrorisme. Ouais. Nous devons être plus C'est possible. performants pour lutter On a contre l'arsenal législatif l'apologie. qui le permet aujourd'hui? Il faut peut-être aller plus loin. Il faut aller plus loin. Moi, je suis favorable vraiment à une réflexion sur ce sujet, et pas seulement à une réflexion, à des mesures efficaces. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous tester ou vous demander votre avis sur 2 idées. La première, est-ce qu'on doit imposer une formation aux imams, et notamment une formation qui serait dispensée en Belgique? Oui. Oui, on peut le faire. C'est la communauté française qui doit le faire, Fédération universelle. Il faut effectivement le faire avec les communautés. Oui, seconde idée, est-ce qu'il faut rendre le parcours d'intégration désormais obligatoire? Il l'est en ce qui concerne Bruxelles, enfin, il va l'être, pour ce qui concerne l'apprentissage des langues, et nous l'avons accepté. Oui, celui qui a longtemps incarné la lutte contre le racisme au PS à Bruxelles, c'est Philippe Mouron. Absolument. Ouais, il a un successeur? Écoutez, Philippe Mouron, il est supporté par l'ensemble du PS pour le travail qu'il a réalisé contre le racisme. Je l'ai suivi puisque je suis la maire de la loi contre les discriminations. Et ce travail-là, nous le poursuivons au niveau du Parti socialiste. Ouais. Et est-ce qu'il a un successeur à Molenbeek? Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Pour le moment, en tout cas, le travail se fait avec Jamal, et je pense que l'action au niveau du conseil communal de Molenbeek est extrêmement productive. Alors on revient 30 secondes à la politique politicienne, en tout cas à la politique partisane. Je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Ahmed Laouej ou Catherine Moreau qui pourraient renforcer la section molenbeekoise du PS. On la verra présidente de la dans les fédération n'a rien entendu. semaines qui viennent si certains veulent aller appuyer et soutenir l'action de Jamali Kazman, mais je trouve qu'il travaille avec son équipe très bien. Merci Loretta Kellings d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Vincent De Wolf, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional, qui sera notre invité.